Hop. Bonjour tout le monde, je sais pas s'il y a du monde d'arrivée. Bonjour à Pour tous. l'instant. Est-ce que tu arrives à avoir des participants de ton côté, Pas, Colin? pas encore. J'avais accès à la salle d'attente. Je la vois plus, donc pas encore. Ok, très bien. Moi, je vais essayer de repartager parce que du coup ça veut pas. Ça veut pas me partager. Nickel. C'est pas le moment de bugger mon garçon. Ah oui, non d'accord. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu vois bien mon écran, Colin? C'est très bien, Déjà, Majoran. parfait. Je te laisse me dire s'il y a des nouveaux participants et si ils sont là ou pas, qu'on puisse. Oui, très bien. Donc, on va commencer dans un instant. On attend encore un petit peu que tout le monde se joigne à nous. C'est ça, je pense qu'il est 11h01, donc attendons encore deux trois petites minutes et on pourra attaquer. Donc c'est des personnes qui se joignent à nous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'IP-Box. On va attendre un peu que les gens arrivent, qu'on soit un peu plus nombreux. On attend quand même pas mal de monde pour ce webinaire, donc on va pas tarder à commencer d'ici quelques minutes. On va démarrer vers 11h03. Bah écoute, ouais, on se donne encore une petite minute et on pourra attaquer. Je me suis mis un chrono de côté pour regarder et respecter notre timing. Hop. Bonjour Céline. Colline, je te propose 11h03. Je te propose qu'on attaque notre webinaire ensemble. Très très bien, je Euh, t'en prie. et bah, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui viennent tout juste d'arriver, bonjour encore une fois à tout le monde. Bienvenue du coup pour ce webinaire autour de l'IP-Box. L'idée est donc de voir ensemble ce dispositif et expliciter un peu les différents détails de ce dernier. Donc je me présente, Majoran Cantia, consultant en financement d'innovation. Colline, je te laisse te présenter rapidement. Et avec plaisir. Et moi, c'est Colin Barvaux et je suis en charge de Moneyhawk France, qui est l'entité dédiée à l'IP-Box du groupe EPSA. Et donc merci pour cette introduction. Donc l'idée en fait est de vous présenter donc notre groupe dans un premier temps pour voir un peu, pour vous présenter qui on est tout simplement. Ensuite on rentrera plus en détail sur l'IP Box, donc un peu sur son histoire, les différentes modalités pour bénéficier de ce dispositif. On vous explicitera aussi par la suite des différents cas pratiques que l'on a pu rencontrer sur ces dernières années. Et enfin, le dernier point est laissé à vos questions et réponses, si vous en avez. Dans tous les cas, on reste disponible même à la suite de ce webinaire pour que vous puissiez nous renvoyer des questions. Donc, dans la présentation de notre groupe, donc ce groupe initialement est un groupe européen. Et donc depuis 2017, il a connu une certaine croissance et donc s'est répandu à l'international, comme vous pouvez le voir un peu sur la représentation que vous avez à l'écran. Des chiffres qui sont aussi assez parlants et montrant aussi cette forte croissance, donc avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros net, des clients de toute taille et de tout type de secteur d'activité, euh, et aussi avec des nombreux collaborateurs issus d'entités différentes, mais travaillant tous sur la même envie, faire croître EPSA. Et donc nous accompagnons nos différents clients sur différents parties. On peut les catégoriser de la sorte. Donc une première au niveau de la performance financière,
Donc l'idée d'accompagner le client pardon, sur les différentes charges fiscales ou sociales et voir avec eux également les financements au niveau de l'innovation et les différents investissements à faire, et ainsi voir aussi avec eux les différents risques à prendre ou non en fonction des projets qui sont à faire valoir. Un autre aspect également est sur le côté opérationnel. Donc, on a les achats, l'aspect digital et IT, ou encore la transformation digitale de nos clients. Donc, on accompagne sur ces trois volets nos clients depuis un petit moment. Et récemment, on essaie aussi d'avoir un impact environnemental sur les projets auxquels on accompagne nos clients. Donc, l'aspect RSE, climat ou encore énergie et décarbonation sont des sujets qui sont de plus en plus au cœur d'EPSA et également au sein de nos clients. Donc, l'idée est de pouvoir intervenir sur ces trois volets et d'avoir une activité intéressante pour nos clients. L'approche que l'on a est de toute somme basique. On a une première phase effectivement donc d'étude, d'analyse des différents projets de nos clients pour essayer de comprendre un peu leurs attentes, quels sont les sujets sur lesquels on peut ensuite les accompagner. Et donc dans ce cas-là, on va essayer de voir si on va aller chercher des appels à projets ou bien travailler sur les différents crédits d'impôt ou bien même sur des certifications économiques. Et enfin, l'objectif final est d'essayer d'obtenir aussi des différents financements, euh, comme j'ai pu citer, donc comme le crédit d'impôt ou bien les différentes subventions publiques ou privées, pour aider à accompagner nos clients sur leurs différents projets, sur les différents projets qu'ils ont. Et donc l'IP-Box fait partie aussi de ce type de dispositif. Et donc je vais laisser la main à Colline pour qu'il puisse vous en parler plus en détail. Merci Majoran. Donc on va rentrer dans le sujet du jour, ce qui nous intéresse. Donc pour aborder le sujet de l'IP-Box et comme on a un petit peu de temps pour le faire de manière complète, on va aussi repartir un peu sur l'objectif et l'historique du dispositif de l'IP-Box. Donc l'IP-Box, comme beaucoup le savent, c'est un incitant fiscal à l'innovation qui permet aux sociétés de bénéficier d'un taux d'imposition réduit sur les revenus liés à la propriété intellectuelle. Et donc aujourd'hui en France, on a un taux d'imposition à 10% au lieu de 25% sur un certain nombre de propriétés intellectuelles qu'on parcourra plus tard. L'IP-Box, ça date de 2019. C'est venu remplacer ce qu'on appelait au préalable la Patent Box, qui avait plus ou moins la même vocation, mais uniquement sur les revenus liés au brevet. Il faut savoir que ce changement s'est fait un petit peu dans un contexte qui est plus global. Les premières IP-Box sont apparues en Europe en 2016, principalement au Luxembourg et en Belgique, sur base de recommandations de l'OCDE et ensuite de l'Europe. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que on avait des patent box, des IP box un petit peu particulières sur chacun des pays européens et même en dehors de l'Europe, avec des cas très particuliers. La Belgique était très forte sur les brevets. On pouvait à l'époque déduire 80% du revenu brut lié à ces brevets de sa base imposable. Ce qui donnait que des grands groupes comme GSK, Pfizer, Coca-Cola Europe, Bridgestone Europe se retrouvaient en réalité avec un taux d'imposition qui était à zéro. Et ce qui faisait de la Belgique un peu un paradis fiscal sur ce point-là avant 2016. Au Luxembourg, c'était plus ou moins la même chose, mais sur les marques. On se localisait au Luxembourg. Les sociétés luxembourgeoises détenaient les marques et le facturaient très cher, évidemment, à l'ensemble de leurs filiales dans le monde pour rapatrier un maximum de revenus au Luxembourg, où c'était très peu taxé. Et ce qui s'est passé, c'est que donc l'Europe a mis un halte là en 2016 et a décidé de cadrer un peu ce dispositif de la patent box, IP box, en alignant la méthode de calcul au travers des différents pays, en laissant toujours la possibilité aux pays d'appliquer les taux qu'ils souhaitaient. Donc aujourd'hui on a un taux à 10% en France, mais on a des taux un peu différents dans d'autres pays européens. Et également avec un cadre sur les propriétés intellectuelles. Et donc aujourd'hui, les deux grandes propriétés intellectuelles qui rentrent dans le spectre de l'IP-Box, ce sont les brevets, mais également les logiciels, ce qui a fait partie des nouveautés à partir de 2016. Et si j'avance un petit peu dans l'histoire, en 2019, la France, l'Espagne et la Pologne
ont décidé également d'implémenter ce dispositif de l'IP-Box, évidemment sur les mêmes guidelines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un paysage de l'IP-Box qui est quand même très fort harmonisé en Europe. Cet incitant, il n'a pas été supprimé, il a été mis en avant parce qu'il a différents avantages, et notamment le fait de conserver la propriété intellectuelle en Europe de manière générale. On verra aussi un petit peu plus tard que dans la méthode de calcul qui a été mise en place, il y a tout de même une notion de territorialité qui a été introduite de façon à aussi conserver les dépenses en développement de manière locale en Europe. Donc ça, c'est un petit peu l'historique du dispositif. Si je reprends les phrases qui avaient été citées à l'époque dans les discussions, l'objectif, c'était de faire de l'Europe le paradis des GAFA. Et donc, on peut peut-être passer sur le slide suivant, Majoran. On rentre un peu plus, alors là, dans le détail de l'IP-Box. Donc, comme je l'ai dit, taux préférentiel de 10% au lieu de 25%, sur une série de propriétés intellectuelles, principalement les brevets et les logiciels, également les procédés de fabrication industrielle qui doivent être brevetés, et également les certificats d'obtention végétale qui sont un petit peu les brevets, je veux dire les brevets pour les plantes. Donc c'est pour ça que souvent, dans le discours, on simplifie, on parle vraiment de brevets et logiciels. Il y a deux grandes conditions pour bénéficier du dispositif. C'est payer de l'impôt des sociétés. On est vraiment sur un taux d'IS qui est spécifique, on n'est pas sur un crédit d'impôt. Donc on a besoin d'un résultat qui soit positif de l'entité ou de l'intégration fiscale, dans le cadre d'une intégration fiscale. Et le deuxième point, c'est être propriétaire de sa propriété intellectuelle. Alors généralement sur les brevets, c'est assez simple, puisqu'on a un papier qui est déposé et qui mentionne clairement le propriétaire. Sur les logiciels, étant donné qu'il n'y a pas de notion de dépôt, ça peut être un petit peu plus spécifique. Généralement, le meilleur indicateur pour identifier les propriétés intellectuelles en termes de logiciels qui pourraient vous appartenir, c'est de considérer les logiciels dont vous avez supporté les coûts de développement. Soit développé en interne, soit fait appel à des prestataires externes pour le développement. À partir du moment où vous avez supporté les coûts de développement, souvent, vous disposez de la propriété intellectuelle de vos logiciels et donc ceux-ci peuvent rentrer dans le cadre de l'IP-Box. Quand on a validé ces deux grandes conditions, on va avoir trois catégories de propriétés intellectuelles qui vont rentrer dans le cadre du dispositif de l'IP-Box et en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve, l'implémentation diffère un petit peu. Et donc, on a premièrement la catégorie des propriétés intellectuelles qui donnent lieu à des revenus de licence, valables pour les brevets comme pour les logiciels. C'est souvent ce qui est le plus simple à identifier. C'est là qu'on va retrouver certaines sociétés pharmaceutiques, par exemple. C'est là qu'on va retrouver également des éditeurs de logiciels. C'est souvent la catégorie qu'on visualise en premier quand on pense à l'IP-Box. En réalité, aujourd'hui, ça ne représente pas forcément la grande majorité de nos clients, puisque c'est vraiment une situation qui est très spécifique avec de la propriété intellectuelle qui est mise à disposition de manière très claire et telle quelle. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui sont ce qu'on appelle les propriétés intellectuelles encapsulées dans des services ou dans des produits. On prend souvent pour imager cette catégorie l'exemple d'un iPhone. Dans le prix global d'un iPhone, on a une partie du prix qui va rémunérer le hardware, le matériel. Et on a également une partie du prix qui va rémunérer la partie logicielle. C'est transparent pour le client. On n'a qu'une seule ligne de facture. Parfois, on n'a aussi qu'une seule ligne de facture en suivi, je veux dire, fournisseur. Mais c'est pas un élément qui est très important. On sait que dans ce produit, il y a une partie du prix qui correspond au logiciel. Et si on est capable de le contourer, ça c'est notre métier, on peut considérer une partie du prix au titre de l'IP-Box. Ces propriétés intellectuelles qui sont encapsulées concernent déjà beaucoup plus de sociétés. On a la même chose avec les services. C'est là qu'on va retrouver du SaaS. Quand on prend Software as a Service, on a un service global qui est facturé et qui embarque quand même une partie assez importante de logiciels. On peut contourer une quote-part du revenu au titre de l'IP-Box. Et puis finalement, on a les propriétés intellectuelles qui sont exclusivement liées au fonctionnement interne de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on retrouve généralement dans des structures un peu plus importantes où on a des développements logiciels qui sont par exemple centralisés dans une entité ou réalisés par une entité puis mis à disposition des autres entités du groupe. Eh bien, on peut considérer dans certains cas un flux de revenus également pour la mise à disposition de ces logiciels. Et donc, si je reprends vraiment depuis le début, quand on aborde un sujet IP-Box, toujours les deux questions principales, est-ce que la société paye de l'IS? Est-ce qu'elle est propriétaire de sa propriété intellectuelle?
Ensuite, on catégorise les propriétés intellectuelles dans une de ces 3 catégories et si la réponse est positive, on pourra implémenter le dispositif de l'IPbox. Donc j'ai pris un petit peu d'avance sur les slides pour essayer de le voir au maximum en avance. C'est la partie technique qui parle. Mais voilà, donc je viens d'aborder le sujet, vraiment se poser ces 2 questions de l'IS et de la propriété intellectuelle. Quand on a ces 2 éléments, on pourra bénéficier de l'IPbox, peut-être tout de suite si on rentre dans l'une des 3 catégories, ou peut-être dans le futur si on met en place ce qu'il faut pour pouvoir en bénéficier. On va rentrer un petit peu plus dans cette partie calcul, c'est ce qui est assez lié avec également avec l'historique de l'IPbox. Donc je disais, en 2016, le Luxembourg, la Belgique ont été forcés de passer à cette nouvelle version de l'IPbox avec une méthodologie de calcul qui a été plus que suggérée, je vais dire, par l'OCDE et par l'Europe. Et donc aujourd'hui, quand on calcule l'IPbox, on a 2 éléments principaux, ce qu'on appelle le revenu net d'innovation, et également, et c'est ça qui a été introduit partout aujourd'hui, le ratio Nexus. Pour calculer le dispositif IPbox, on a besoin de ces 2 éléments. Le revenu net d'innovation, c'est théoriquement assez simple. On prend l'ensemble des revenus qu'on a pu capter sur une propriété intellectuelle, donc c'est bien un exercice à faire par propriété intellectuelle, par logiciel, par brevet. On prend l'ensemble des revenus sur un exercice donné et on vient retrancher les dépenses en développement sur le même exercice, sur le même actif. C'est vraiment un exercice qui se fait par propriété intellectuelle. IPbox, c'est l'abréviation d'Intellectual Property Box. C'est un petit peu comme si on réalisait une boîte comptable séparée. Et puis ensuite arrive le ratio Nexus. Alors le nom parfois a tendance à effrayer. En réalité, le ratio Nexus, c'est un concept qui est assez simple et qui a été mis en place pour éviter principalement une chose, qui est la suivante, donc les sociétés qui implémentent, qui bénéficient de l'IPbox en France ou dans d'autres pays européens, ne puissent développer leur propriété intellectuelle dans des sociétés liées à l'étranger pour bénéficier parfois d'une main-d'œuvre qui soit moins chère et puis ensuite d'un avantage fiscal en France sur l'IS. Et donc, ce ratio prend en compte ce qu'on appelle des dépenses éligibles et des dépenses non éligibles. Ensuite, donc, ce qu'on a en termes de dépenses éligibles, mais comme je l'ai dit, c'est les dépenses où vous avez supporté le coût de développement. Non éligibles, c'est assez simple, ça va être l'achat de propriété intellectuelle. Donc, à partir du moment où vous allez transférer une propriété intellectuelle au sein de l'intégration fiscale ou depuis l'étranger vers la France, ça va généralement être pénalisant pour l'IPbox. Voilà, ça évite que ce soit développé dans des pays étrangers et puis qu'ensuite vous le rapatriez en France pour bénéficier du taux d'IS spécifique. Et donc les dépenses éligibles personnelles, les freelance, les sociétés qui ne sont pas liées à l'entité principale, ce sont des éléments qui sont éligibles à l'IPbox. Voilà, la sous-traitance à toute société externe, c'est quelque chose qui est éligible. Donc à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose où on a in fine peu de paramètres et on peut se rendre compte très vite lors d'un diagnostic si le ratio Nexus va être impacté ou pas. Alors ce ratio Nexus, il a également été très bien pensé puisqu'il est multiplié par 130%, ce qui permet d'avoir 30% de dépenses qu'on considère non éligibles avant que ça ne vienne impacter le ratio Nexus. Donc, il reste de 1 jusqu'au moment où on dépasse les 30% de dépenses non éligibles et on peut clairement dépasser les 30% de dépenses non éligibles. Ça vient juste réduire le ratio Nexus. Ça n'annule pas non plus totalement l'IPbox. C'est quelque chose qui a été mis en place principalement pour la partie logicielle où on sait que partir sur des développements from scratch totalement sans aucun élément existant, ça peut être rare, ça peut être complexe, et mais ça, voilà, ça ne justifiait pas d'exclure ces sociétés du dispositif, et donc ce ratio a été mis en place pour compenser ces éventuelles dépenses non éligibles. Ensuite, on peut pas, voilà. Alors, c'est peut-être la partie la plus intéressante. On a pris toute une série d'exemples. On pourra en discuter après lors de la partie questions, mais on a vraiment aujourd'hui accompagné, je pense, des sociétés dans des secteurs qui sont extrêmement variés. Cette possibilité justement d'intégrer les logiciels depuis 2016, ça a ouvert le spectre de l'IPbox à des secteurs où on pensait absolument pas pouvoir travailler. Et aujourd'hui, on va travailler autant dans l'industrie lourde, les médias,
plateforme en ligne. En réalité, c'est une plateforme de jeux et paris. On a également des structures financières, beaucoup, sur le sujet de l'IP-Box, des sociétés du BTP. Donc, on a vraiment des secteurs qui sont extrêmement variés, avec aussi des IP, des propriétés intellectuelles qui sont très variées. Donc, si je prends le premier exemple, il s'agit d'un des leaders mondiaux des pièces détachées pour les machines de chantier. Ce qui s'est passé dans cette structure, c'est qu'on a la possibilité de livrer des pièces détachées pour des machines qui sont dans des carrières en Chine ou en Afrique. Et la raison pour laquelle cette société est leader, c'est parce qu'ils ont un logiciel qui est interconnecté avec l'ensemble des bases de données de leurs fournisseurs et qui sont capables, dans des délais records, d'identifier euh, où est la pièce disponible, la plus proche, et de la faire livrer en direct. C'est pas leur activité principale. Eux, leur marge, elle est sur la vente des pièces détachées. Et donc, cette notion de logiciel a jamais été vraiment valorisée au sein de la structure avant notre intervention sur l'IPbox. Et donc, c'est une IPbox qui était très fort optimisée. On parlait de montant qui était quand même très important. On l'a mis en place. Ça a pris un petit peu de temps. Aujourd'hui, on est sur une économie récurrente annuelle de 8 millions d'euros d'impôts. C'est vraiment une très belle IPbox pour une société dont l'IT n'est pas forcément le cœur de métier. On a eu aussi de très beaux succès dans les médias où aujourd'hui, on a des groupes médias. Donc, on a des solutions IT qui sont de plus en plus centralisées et qui sont mises à disposition des différents médias du groupe. Eh bien, ces solutions, elles sont souvent basées sur des logiciels et ces logiciels peuvent bénéficier du dispositif de l'IPbox. C'est aussi un secteur qui, sur papier, n'est pas forcément évident pour la propriété intellectuelle, mais qui marche très bien dans ce cas-là. Et puis, le dernier, j'en ai un petit peu parlé, mais on est sur une plateforme de jeux et paris et c'est un secteur qui est quand même qui est quand même extrêmement régulé, avec beaucoup de développement derrière. Et ces développements ont également été centralisés pour l'ensemble des marchés qui aujourd'hui utilisent les forces logicielles du groupe. Et donc ces logiciels ont été mis à disposition en interne. On a pu également réaliser une excellente IP-box sur le sujet. Des secteurs, on en a vraiment beaucoup. Donc j'attends vos questions pour savoir si vous êtes concernés sur le point. On peut Est-ce peut-être que je passer, passe Ouais, au slide. Voilà. parfait. Donc, avec ce que vient de nous dire Colline, l'objectif final, effectivement, est de donc pouvoir déclarer cela auprès de l'administration. Les différentes annexes nécessaires à remplir dépendent également de différents statuts et aussi de ce que vous souhaitez faire valoriser. Donc, comme on peut le stipuler sur le texte de la diapo, effectivement, donc en fonction de ce que on souhaite mettre en avant, donc pour chaque actif, en fonction de ce qu'il représente, que ce soit un bien, un service ou encore un produit, ce dernier est catégorisé et la déclaration se fait également pour chaque exercice. Et donc, si votre entreprise fait partie d'un groupe de sociétés, l'annexe à remplir est le 2567 SD, et donc si vous ne faites pas partie d'un groupe, c'est le 2468 SD. Et donc, ces différentes annexes sont à joindre, donc du coup, lors de la déclaration des résultats de l'entreprise et donc du dépôt de l'alias fiscale. On a mis en avant aussi sur cette diapositive le déroulé un peu de notre mission rapidement pour voir un peu le temps que cela prend de traiter ce genre de mission. Donc, comme on a pu en discuter au tout début, l'idée donc effectivement est de donc présenter ce dispositif et de voir avec vous, en tout cas avec les différents clients, l'éligibilité des sujets, pour ensuite après rentrer plus en détail sur donc les propriétés intellectuelles qui sont à mettre en avant et pertinentes pour réaliser différentes économies sur ces impôts de société. Et donc l'idée par la suite est donc vous accompagner dans l'implémentation de cette IP-Box grâce à nos différents collaborateurs pour vous aider donc du coup à la fin de déposer votre liasse fiscale et également les différents dossiers techniques et financiers en parallèle. On arrive du coup à la fin de notre présentation. Donc merci à tous pour votre attention. L'idée donc maintenant c'est de vous laisser le prochain quart d'heure si vous avez des questions. Et encore une fois, hein, si dans ce quart d'heure nous n'arrivons pas à vous répondre à toutes vos questions, vous pourrez nous contacter à cette adresse mail pour qu'on puisse vous répondre et
vous réorienter si vous avez quelconque demande. Voilà, encore merci pour cette attention et je laisse place du coup donc aux questions. Est-ce que Colline, tu les vois les questions? Parce que pour l'instant, moi je. Alors, oui, j'ai reçu une première question. Donc, bonjour, peut-on valider facilement l'éligibilité et l'application ou non via les liasses fiscales? Euh, alors, bon, facilement, c'est un terme qui est très personnel, mais un point est qu'on peut-être, Majoran, est-ce que tu veux bien revenir à l'avant-dernier slide? Je vois que tu as retiré Ok, pardon. Ouais, Ouais, je me suis permis de l'enlever. Je te demande 30 secondes. pas de Tac. souci. Sur le process d'implémentation de l'IPbox, il y a un point qui est quand même assez important. Donc, comme je le disais dès le départ, on a vraiment deux éléments, cette notion de propriété intellectuelle, yes, et cette réflexion, elle nous guide dans tout le process d'implémentation. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux axes, une partie technique et une partie financière. La partie technique, c'est valider l'existence de la propriété intellectuelle. C'est quelque chose qui peut être un peu différent des éléments dont on est habitué généralement, crédit impôt recherche et autres. C'est une démonstration qui est un petit peu différente. Certains éléments se rejoignent, mais pas tous. Euh, cette partie-là, on la valide généralement assez rapidement. C'est pour ça qu'on travaille également avec des ingénieurs. Mais on a les grands éléments assez rapidement dans les échanges. Ensuite, on a la partie financière. Et la partie financière, c'est quand même la majorité du travail sur un dispositif IPbox. Nous, la manière dont on fonctionne, on peut peut-être revenir à juste l'avant-dernier slide, avant, redescendre un petit Celui-là. peu. Non, encore, Celui-là. encore, sur la méthode. Merci. Voilà. La manière dont on fonctionne sur cette partie financière, c'est que euh, on doit identifier d'une part les revenus, mais également les dépenses. Cette notion d'identifier les revenus, quand on a la licence directe, première catégorie, c'est assez simple. Quand on est dans les catégories 2 ou 3, on doit les calculer. Alors heureusement, on a des méthodologies qui nous sont laissées à disposition pour le faire. Des méthodologies qui sont généralement liées au prix de transfert. C'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé par l'administration et qui nous permettent de capturer une partie des dépenses, une partie des revenus, pardon. La manière dont on procède, c'est qu'on va réaliser généralement ce qu'on appelle un workshop qui dure généralement 1 heure 30. On vous transmet une série de questions à l'avance. Il y a 10 questions techniques, 10 questions financières qui servent un peu d'ordre du jour. Il n'y a pas d'obligation d'y répondre avant. Et lors du workshop, on va identifier les propriétés intellectuelles qui sont pertinentes, les catégoriser et déterminer la liste des questions qui seront nécessaires pour traiter la mission. C'est purement financier. Et donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est des extraits de la comptabilité de la société pour calculer l'IPbox. Ensuite, généralement, on s'en sort. On travaille avec des analystes financiers, des avocats fiscalistes pour déterminer la meilleure méthodologie de calcul en fonction des données qui sont disponibles au sein de la société. Et donc, on a mis 30 jours. 30 jours, je pense que c'est plus ou moins la moyenne qui est nécessaire par propriété intellectuelle. Alors, on peut en faire plus en parallèle, bien sûr, mais par propriété intellectuelle avant d'implémenter le dispositif pour le dépôt des liasses fiscales. Donc, on peut tout à fait, si on prend au jour d'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs, c'est un petit peu comme en audit, hein, on travaille après la clôture des comptes et avant le dépôt de la liesse. On peut tout à fait aujourd'hui en 30 jours déterminer pour le dispositif les éléments qui sont éligibles à l'IPbox et calculer et les insérer au sein de la liasse fiscale. Céline, Emma, est-ce on a d'autres reçu quelques questions? Quels sont les délais à respecter pour l'IPbox? Eh bien, cette année, la deadline, c'est le dépôt des liasses fiscales. Donc, la version déclarée, c'est au 19 mai. Et donc, ça, c'est vraiment le dernier moment pour pouvoir déposer l'IPbox. Sur l'IPbox, on a aussi une possibilité de rétroactivité, mais qui n'est pas aussi simple que pour d'autres sujets, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé également au cas par cas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dans quel cas l'IPbox peut-elle être combinée avec d'autres dispositifs comme le CIR ou le C2I? Quelles sont les bonnes pratiques pour maximiser ses avantages? Ce qui est assez intéressant avec l'IPbox, c'est que, alors c'est tout à fait compatible avec le CIR, le C2I. La temporalité est un petit peu différente. Généralement, on dit que avant qu'un projet innovant commence, on a des subventions.
quand on a des dépenses engagées, donc quand on a beaucoup de développement, on va avoir un CIR qui est très intéressant. Et puis quand cette innovation est un succès, c'est le moment d'implémenter l'IPbox. L'IPbox a vraiment un avantage sur les revenus. Donc on doit avoir sur un exercice donné, sur un brevet ou sur un logiciel donné, on doit avoir plus de revenus que de dépenses. Donc c'est pour ça qu'on arrive plutôt en fin de projet, mais c'est totalement compatible et les critères d'éligibilité ne sont pas non plus 100% identiques. Mais c'est un petit peu cette roue d'innovation, la possibilité de bénéficier de subventions, ensuite de CIR et puis finalement de l'IPbox. C'est un petit peu la volonté. Donc oui, c'est totalement compatible. C'est pas obligatoire, mais le CIR est aussi un bon indicatif généralement de la possibilité de l'IPbox. D'autres questions? Je regarde si je reçois encore des éléments. Je te laisse parce que, ouais, effectivement, moi, j'ai pas, en partageant, je n'ai plus la visibilité Ouais. sur les questions. Donc, j'ai pas d'autres questions. Et Emma, éventuellement, est-ce que tu as reçu encore quelque chose ou est-ce qu'on a balayé l'ensemble des points? Ah, alors, comment facturez-vous vos prestations et les sociétés d'intérim sont-elles éligibles? Euh, alors, nous, on travaille exclusivement au success fee avec une particularité, c'est qu'on laisse la possibilité aux sociétés d'implémenter ou pas le dispositif. Et donc, juste, euh, donc en fait, on travaille généralement, ça peut identifier les propriétés intellectuelles. Et c'est à ce moment-là qu'on valide vraiment l'intérêt pour une société d'avancer sur le dispositif de l'IPbox. Aujourd'hui, l'IPbox, malheureusement, c'est un dispositif qui est trop peu connu. On a, si je prends le coût fiscal pour l'État, on a un coût fiscal d'1 milliard, dont 600 millions qui sont captés par uniquement 10 sociétés. Et donc, on a 990 autres sociétés qui se partagent les 400 millions restants. Et donc, on constate vraiment une différence de niveau dans l'implémentation de l'IPbox. C'est assez normal. C'est un dispositif qui, historiquement, n'est pas français. Les sociétés qui ont eu la capacité de pouvoir aller prendre l'expérience dans les autres pays, l'ont implémenté très vite correctement. Et pour le restant, ça se développe. Et donc, on a mis en place cette approche. On contractualise toujours parce qu'on partage l'ensemble de nos informations. On réalise le workshop. À la suite du workshop, on sélectionne généralement, en tout cas pour les structures un peu plus importantes, une sélection restreinte de propriétés intellectuelles, ce qui permet d'implémenter le dispositif et surtout d'embarquer un peu tout le monde sur le projet. Ça permet d'avoir une idée assez rapidement du ratio temps-bénéfice et de l'intérêt à étendre l'IPbox sur l'ensemble des autres propriétés intellectuelles. On fait ça parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui, pareil, on a d'autres sujets très importants pour les structures, notamment le crédit impôt recherche, mais qui parfois prennent un petit peu de temps. Et on est assez confiant sur le ratio temps-bénéfice de l'IPbox. Et donc, on travaille au success fee et on laisse la possibilité aux sociétés d'implémenter ou non le dispositif. Et évidemment, on vous accompagne en cas de contrôle. C'est pour ça qu'on travaille avec également des avocats fiscalistes, en plus des analystes financiers et des ingénieurs. Concernant la partie société d'intérim, oui, on en compte aujourd'hui plusieurs dans notre portefeuille client, que ce soit en France, mais également dans d'autres pays européens. C'est un secteur qui fonctionne plutôt bien. On a quelques IPbox déjà implémentés, notamment sur les logiciels de matching. Donc oui, c'est un secteur qu'on apprécie particulièrement pour l'IPbox. J'ai d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, j'ai une question par rapport aux contrôles fiscaux portant sur l'IPbox. Faut-il être éligible au CIR pour prétendre à l'IPbox? C'est une question qui revient assez souvent. Le critère principal pour pouvoir bénéficier de l'IPbox, c'est d'avoir généré ce qu'on appelle de la propriété intellectuelle. Et cette notion de propriété intellectuelle, il y a beaucoup de paramètres qui sont quand même communs au CIR, mais qui sont pas forcément toujours les mêmes. Donc, je dirais que dans la majorité de nos clients, les activités sont éligibles au CIR. On a certains clients où on n'a pas de CIR déposé pour pouvoir bénéficier de l'IPbox. Alors, est-ce que la propriété intellectuelle sur les dessins et modèles est éligible à l'IPbox? Alors malheureusement non. On a vraiment besoin de brevets pour bénéficier. Ça fait partie des éléments qui ont été un peu recadrés ces dernières années. L'Espagne a essayé de faire passer dessins et modèles, mais ça ne marche pas non plus. Donc non, on a une liste qui est communiquée par l'OCDE puis par l'Europe assez restreinte
et c'est vraiment principalement brevet logiciel, certificat d'obtention végétale. Pouvons-nous envoyer une liste de sociétés pour une préqualification de votre part avant de vous mettre oui. Oui, c'est une excellente démarche. Alors, bon, c'était pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais pour information, on a développé au sein du groupe EPSA un logiciel depuis 2016 qui nous permet d'identifier en amont le potentiel pour l'IPbox, que ce soit sur la partie financière ou la partie propriété intellectuelle. C'est vraiment un logiciel qui est extrêmement poussé et qui nous permet déjà sur les estimations d'être très très proche de la réalité. Ça marche pour 90% des sociétés. Voilà, certaines, on n'a vraiment pas assez d'informations. Dans ce cadre-là, on le mentionne. Mais ça permet déjà de s'assurer des points pertinents. Comme on vous l'a dit, on travaille également au Success Fee. Donc voilà, si on souligne qu'il y a un intérêt pour l'IPbox, c'est que, en tout cas, nous, on est prêt à y consacrer du temps et à y mettre nos équipes. Donc cette éligibilité en amont, c'est quelque chose que l'on peut faire et qui est quand même très fiable aujourd'hui. Est-ce que la sous-traitance pour le développement de logiciels à une société externe italienne est éligible uniquement lorsque la société externe est française? Alors, le lien, donc l'élément qui permet de savoir si la société externe italienne est éligible, c'est ce qu'il y a un lien capitalistique quelconque. Je comprends que par externe, ça veut dire que non. Donc, si la société n'est pas liée à la société française, les dépenses à la société externe italienne sont éligibles et ne sont pas pénalisants dans le cadre de l'IPbox. Ça rentre dans ce qu'on appelle les dépenses éligibles. J'ai plein de questions, c'est très intéressant. J'ai étudié le dispositif pour ma société qui est pour le moment déficitaire. Y a-t-il un intérêt d'opter afin d'en profiter plus tard quand nous devrions être bénéficiaires? Alors non, malheureusement, il n'y a pas d'intérêt. Il y a un intérêt à préparer l'IPbox pour le jour où la société est bénéficiaire. C'est quelque chose qu'on fait pas majoritairement, mais qu'on réalise pour certaines structures dont le business plan est très clair. Il n'y a pas d'intérêt à l'implémenter en avance. Par contre, il y a un intérêt à le préparer. Comme je l'ai dit, on a différentes catégories, revenus de licence encapsulés, purement internes. C'est des sujets sur lesquels on peut travailler. On peut faire en sorte que la partie de licence, par exemple, soit facilement identifiable. On peut faire en sorte de mettre dans la comptabilité analytique les bons éléments pour que le jour où on décide d'implémenter l'IPbox, on n'ait pas de calcul complexe de ratio à faire et que ces flux soient identifiables de manière précise, ce qui permet généralement aussi d'optimiser les montants, bien sûr. Donc, non, l'implémenter à l'avance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, aborder le sujet à l'avance, ça a de l'intérêt. Et comme je le répète, on est au Success Fee. Donc, si on décide 1 an, 2 ans avant de passer un peu de temps avec vous pour mettre en place ces éléments, c'est parce qu'on est également convaincu que ça a un réel impact sur le futur. Y a-t-il des points d'attention en particulier sur l'IA? Alors, il n'y a pas de point d'attention de lien particulier avec l'IPbox, si ce n'est que, et je pense que ça a été comme ça pour beaucoup de sujets IT ces dernières années. Ça fait partie des sujets qui sont un petit peu à la mode. Et donc, c'est des sujets qui généralement plaisent quand même fortement à l'administration. Donc, c'est plutôt un élément positif, même s'il n'y a rien de légal derrière ce que je dis, mais ça fait partie des sujets qu'on porte assez régulièrement. Mais il n'y a pas de point d'attention péjoratif. C'est plutôt un point positif. Et une petite question sur l'intégration fiscale, pardon. Est-ce qu'un changement de tête de groupe, intégration fiscale, réinitialise les prises d'options? Nous avons abandonné l'IPbox de nos actifs et en N, nous changeons de tête de groupe. Alors, cette notion d'intégration fiscale, c'est vraiment une particularité française. Et donc, on a d'un côté l'IPbox qui est un dispositif qui vient de l'OCDE et puis de l'Europe. Et on a une fiscalité particulière avec l'intégration fiscale. Donc ça peut créer beaucoup d'avantages, mais ça peut aussi créer certains éléments de frottement. Et notamment, les modifications dans les intégrations fiscales, des entrées, des sorties, c'est jamais très bon. Et donc à partir du moment où on a changé la tête de groupe de l'intégration fiscale, on considère que c'est une nouvelle intégration fiscale. Alors c'est un peu du cas par cas, mais globalement, ça peut être un élément qui est problématique. Mais c'est un élément qui peut se valider aussi en 3 minutes d'échange avec un de nos avocats pour valider, savoir s'il y a eu un impact ou pas. On a pu faire de belles choses par le passé sur les intégrations.
en essayant de trouver des solutions à des modifications d'intégration. C'est pas toujours, c'est pas toujours un élément problématique, mais si on a changé de tête d'intégration, qu'on a une nouvelle intégration fiscale, alors en effet, ça risque d'avoir un impact sur l'IPbox. J'aimerais savoir si une entreprise peut opter au régime de l'IPbox pour l'année N pour un actif qui a déjà généré des revenus en N-1, N-2. Alors oui, oui, totalement. Il n'y a pas d'obligation d'implémenter l'IPbox depuis le premier jour où il génère du revenu. Souvent, on attend même que les revenus soient supérieurs aux dépenses pour l'implémenter. Donc ça, il n'y a pas d'élément. Ce qu'il faut savoir avec l'IPbox, c'est que on a à partir du moment où on décide d'opter, on peut arrêter d'opter pour le dispositif, mais on ne pourra pas le reprendre sur le même actif. Donc à partir du moment où on décide je vais dire, d'activer l'option de l'IPbox, on doit la maintenir. Donc on doit être certain que cet actif génère du revenu et qu'on ne va pas avoir de vagues dans les flux de revenus. Et donc la suite à la question pour la société qui est actuellement déficitaire, mais dont la situation va changer. Donc oui, on peut. Merci. Oui, j'ai déjà préparé les dossiers pour opter le jour où le résultat sera bénéficiaire, même si l'actif a déjà généré des revenus les années antérieures. Donc oui, bien sûr, même s'il a déjà généré des revenus, vous pourrez l'activer au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où la société est bénéficiaire. Une dernière question un petit peu plus générale. Est-ce qu'en dehors de l'IPbox, vous aidez à l'obtention d'autres aides publiques ou privées? Oui, c'est la force du groupe EPSA. On prend en charge l'ensemble du processus. Alors là, on a aussi, on a ici avec Majoran et moi-même deux personnes de la partie innovation. Donc on travaille vraiment sur tout ce qui est subvention en amont, JEI également, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, IPbox. Mais aujourd'hui, EPSA, c'est 3500 personnes. On travaille dans tous les sujets de la performance opérationnelle et on est capable d'accompagner les structures de la plus petite à la plus grande taille sur l'ensemble des possibilités de financement, que celles-ci soient liées à l'innovation ou pas. Et donc oui, on est tout à fait capable de vous accompagner sur l'obtention d'autres aides publiques ou privées. Je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. Je vois rien d'autre. Par contre, puisque les questions, ça arrive généralement après, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous, on travaille exclusivement au Success Fee, donc on va analyser les projets avec vous jusqu'à ce qu'on soit convaincu ensemble de l'éligibilité avant d'implémenter un dossier. Et donc on est 100% à votre disposition. Les contacts sont affichés à l'écran. Et Majoran et moi-même, on répondra à l'ensemble de vos questions. Si nécessaire, on peut également venir avec certains experts plus particuliers en IP, certains techniciens, certains avocats fiscalistes ou analystes financiers pour des questions précises. Et j'ai une petite question de dernière minute. Avez-vous déjà obtenu des validations pour des revenus de jeux vidéo? Oui, oui, c'est un secteur qui est un peu particulier, mais oui. Et encore une question, est-ce qu'on peut créer des pertes reportables? Alors la notion des pertes reportables sur l'IPbox, il n'y a pas de grand intérêt. Il n'y a pas d'intérêt de le faire. Donc on n'implémente jamais l'IPbox sur des sociétés qui sont déficitaires. Par contre, des sociétés qui présenteraient un résultat positif malgré la prise en compte de déficits reportables précédents, on peut tout de même implémenter le dispositif de l'IPbox. Je pense avoir parcouru l'ensemble des points. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Comme je vous l'ai dit, on a un logiciel également, voilà, moyennant un numéro de sirène, on peut vous revenir avec une analyse par écrit sur les éléments qui nous semblent pertinents chez vous. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et j'espère pouvoir en recroiser certains d'entre vous très prochainement. Merci Majoran. Merci à toi, Colline. Je pense que tu as donné le mot de la fin. Encore merci à tous pour votre présence aujourd'hui.
Et puis, je vous souhaite tous une bonne journée et à très vite. À très bientôt, merci. Merci à tous. Au revoir.